Electron TV, la vision du futur. Electron TV, la... Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. J'ai le plaisir de recevoir pour vous ce soir le secrétaire général du ministère de la Culture qui sera donc avec nous ce soir et ça sera en seconde partie dans cette édition. Commençons donc cette édition d'information par le bilan. Il faut dire qu'un a déjà écoulé du quinquennat du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno à la tête du pays après avoir succédé à son défunt père dans des circonstances exceptionnelles. Le jeune président de la Ve République voit son parcours évalué à mi-parcours par des voies divergentes. Quel bilan dressent les acteurs politiques et les membres de la société civile? Nous sommes jusqu'à ici entre espoir, doute et revendication. Rome, l'Elmsengar Garmagné, a recueilli les impressions des différents acteurs dans ce reportage suivi. Investi le 23 mai 2024, soit un an écoulé de son quinquennat, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno dirige un pays sous tension, océan entre espoir d'instabilité et soif de changement. Mais une question se pose au sein de la classe politique et aussi parmi les acteurs de la société civile, celle de savoir quels sont les indices qui laisseraient entrevoir un quinquennat réussi. Or, du côté de la majorité présidentielle, on vante les mérites d'un pouvoir qui présente quelques indicatifs de réussite. Tout début est difficile, mais je pense que le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby, c'est un jeune. Il vient de commencer. Et je pense que là, pour moi, je trouve que c'est bon. Toute œuvre n'est pas parfaite. Mais quand on voit ce qui s'est réalisé, je trouve que vraiment le début est bon. Et dans l'avenir, ils vont encore améliorer. La cloche ne semble pas avoir les mêmes sons dans la classe politique de l'opposition. Pour l'opposition, l'an du midi n'a rien opéré comme changement dans la vie des Tchadiens. L'année, si on doit vraiment la noter à mon sens, je donnerai sur 20, je donnerai 5 sur 20. Vous allez dire c'est médiocre, oui certes c'est bon, parce que dans cette année, on a vu pratiquement tous les indicateurs visibles par nos concitoyens, mais également par les partenaires, les observateurs, sont au rouge pratiquement. Sur le plan sécurité, il y a un problème. Nous avons donc l'insécurité grandissante. Les conflits intercommunautaires, ça s'exacerbe de plus en plus. Du côté de la société civile, tout peint du noir. La plupart des acteurs de la société civile estiment que c'est un an de pouvoir du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, la cohésion sociale et le droit de l'homme sont mis en branle. La situation sociale des travailleurs, des fonctionnaires ou des privés souffre sérieusement. Il n'y a pas un changement. Le social urge, mais nous, on ne sent pas la vie est chère, dans les alimentaires, les prix nécessités sont très chers. Le gouvernement n'a pas pensé pour pouvoir augmenter au moins les salaires ou améliorer les conditions de vie des travailleurs. Il n'y a pas de changement notable dans la vie du Tchadien lambda. Nous continuons à vivre les pires souffrances de ce monde. Vous constatez qu'à N'Djamena, la capitale du Tchad, les gens meurent comme des mouches, tenant compte des conditions de vie difficiles. Pour beaucoup d'observateurs, le pouvoir de Mohamed Idriss Déby Itno est à la croisée des chemins au vu des tensions sociopolitiques actuelles. Dans un pays encore marqué par des décennies de conflits, la question qui demeure jusqu'ici vive est celle de savoir est-ce que l'actuel président sera-t-il l'artisan d'un renouveau démocratique ou le gardien d'un statu quo contesté. Un an après son élection, il est toujours confronté à de nombreux défis passant de la réforme démocratique, réconciliation nationale et renforcement de la cohésion sociale.
Depuis hier, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est en visite de travail d'amitié en Guinée-Bissau. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue bissau-guinéen, Oumar Sissoko Embalo. Les sujets en lien avec les accords bilatéraux entre les deux pays seront paraphés par les deux présidents durant le séjour du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno en terre bissau-guinéenne. On fait le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Ce mardi 27 mai, à l'aéroport international Osvaldo Vieira, toutes les marques d'attention des autorités bissau-guinéennes sont perceptibles. Au bas de la passerelle pour l'accueil se trouve le président Oumaro Sissoko Embalo. Il avait à ses côtés l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Guinée-Bissau avec résidence à Bamako au Mali, l'ambassadeur Kalzebe Neldi Kingar Majimta. La Tchadienne et ceci est notre bien-aimé pays, les deux hymnes nationaux ont retenti. Des officiels de haut rang, des ambassadeurs et représentants des organisations internationales étaient également de l'accueil. C'est dans ces décors réservés aux hôtes de marque que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno est accueilli. La petite communauté tchadienne de Bissau est venue aussi souhaiter la bienvenue à son président et communier avec lui. L'agenda de la visite du chef de l'État prévoit une rencontre bilatérale avec son homologue, rencontre élargie ensuite aux deux délégations. Il va sans dire que tous les sujets ayant trait à la coopération bilatérale figureront en bonne place des discussions avec la signature de nouveaux accords, cadres de coopération entre les deux pays frères et amis. La visite du chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno à Bissau, sera également couronné par une décoration. Le président de la République sera élevé à la plus haute distinction bissau-guinéenne. Sur l'avenue principale menant de l'aéroport au palais de la République, l'hôte de marque de la Guinée-Bissau, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a été ovationné par une foule enthousiaste. La profondeur de l'accueil est perceptible et la proximité entre les deux chefs d'État et leurs peuples respectifs se passe de tout commentaire au regard de la liesse populaire tout au long du trajet du cortège présidentiel. En marge de cette visite d'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a été honoré d'une haute distinction par son homologue bissau-guinéen, Oumar Sissoko Embalo, distinction qui vient renforcer davantage la coopération et l'amitié entre les deux États. Retrouvons Nasser Noudjeti, notre confrère de la presse présidentielle. Autre cérémonie, autre marque de sympathie et de confiance attendait le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, en marge de la rencontre élargie. Son homologue, Oumaro Sissoko Embalo, lui a décerné la plus haute distinction de la République de Guinée-Bissau. Il s'agit de la médaille Amilcar Cabral, du nom du père de l'indépendance de ce pays d'expression portugaise. Quelle surprise fait remarquer le chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno. Vous le méritez amplement, lui rétorque son homologue. C'est en reconnaissance de vos actions en faveur de la consolidation de la coopération entre nos deux pays que mon pays vous élève à cette dignité, poursuit le président Oumar Sissoko Embalo. Je suis très content de te remettre les plus hautes distinctions. Il y a un grand leader panafricaniste, convaincant, qui a libéré beaucoup de pays, un digne fils d'Afrique,
Amilcar Cabral, c'est le père fondateur de Guinée et Cap-Vert. Je n'ai pas eu l'occasion de remettre ça à notre papa, le frère maréchal. Et aujourd'hui, je donne ça à mon jeune frère. Je suis très content, ému de quelque part, de quelque manière, mais je suis très content. Longue vie, et j'espère que tous et tout que le maréchal pensait pour le Tchad, qui va continuer dans cet endroit et réunir et unifier les Tchadiens et les Tchadiens. Le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, dédie cette décoration au peuple tchadien en général. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cette distinction. Elle est pour moi un symbole de la vitalité et de l'entente de nos deux pays au plus haut niveau. Je voudrais dédier cette précieuse distinction à tous nos deux vaillants peuples qui croient comme nous deux que la coopération sud-sud est un modèle à développer et à consolider pour tirer vers le haut nos deux pays respectifs. Cette haute distinction a une grande valeur pour moi et pour le peuple tchadien. Merci à vous, mon frère Oumarou Sissoko Oumbalo, et à travers vous, votre gouvernement et le peuple bisso-guinéen a déclaré en substance l'illustre récipiendaire dans une voix pleine d'émotion. Merci Nassoura Nojiti, notre confrère de la presse présidentielle. Revenons ici au pays vieux. Depuis plus de 10 ans, le projet de bitumage de la voie Djouman-Laye peine toujours à se concrétiser. Et ce projet est marqué par des arrêts et des reprises après chaque saison de pluie. Qu'est-ce qui bloque concrètement l'avancée des travaux de cette voie tant attendue par la population? Labara Midim, notre correspondant dans la localité, a tendu son micro à quelques habitants de la ville de Laye ce matin que voici. Ils ont commencé la route en 2011. Nous voici en 2025 et 80 km. Non, ça fait une honte. Et il faut se dire clairement qu'il y a quelque chose qu'on nous cache dans la Tandjilé. Soit les enfants de la Tandjilé qui devront défendre les intérêts de la Tandjilé ne font pas leur travail, soit la gouvernance au niveau national, au niveau des décideurs, ne marche pas. Qui veut-on tromper? Non. Qu'on soit sérieux. Mais que ces hommes politiques nous disent la vérité. Ou bien ils sont capables de défendre les intérêts de la Tandjilé ou ils ne le sont pas. Qu'ils se barrent. Je sais qu'à un moment, le problème, il y a eu des arrêts de projets, mais ça ne peut pas être éternel pour la Tandjilé. Au contraire. Hein? Mais quand on parle d'économie, il y a une province qui a des potentialités économiques, qui n'a pas de route. Mais quelle économie on doit parler de ça? Quelle économie? Non, on parle de refondation, on parle de ceci. Mais il faut des routes. Hein? Il faut des routes. Lorsque on n'a pas de route, il n'y a pas d'économie. La réalisation de ce bitumage n'aura pas lieu cette année. Et du fait qu'il n'y avait pas de choses réelles qui attestent que la route sera bitumée cette année. Et cette zone, nous savons très bien que c'est déjà, nous approchons déjà pendant la saison pluvieuse et avec quelles possibilités. Et donc, à mon avis, même je peux voir qu'il n'y aura pas dans cette année parce que il n'y avait pas des images ou bien des réalisations qui peuvent nous montrer qu'il y aura le bitumage de route Djouman-Laye cette année-là. C'est impossible pour moi. Les producteurs du projet Ndolo City sont à l'école des financements innovants depuis le 15 mai dernier à Yaoundé au Cameroun. Une rencontre stratégique d'agrobusiness qui a pour but de poser les bases d'un cadre stratégique où les finances deviennent un moteur de croissance pour les matières premières et de résilience. Minga Madjibiram Christian nous en parle.
Le projet Ndolé City, qui se veut d'être le moteur de la croissance économique et du développement dans l'Afrique centrale, passe à une vitesse supérieure. La World Dream Investment, de concert avec Dream Power, Brains TC et Eden Africa, ont organisé une rencontre le 15 mai dernier à Yaoundé au Cameroun. Une rencontre qui a pour but de poser les bases d'un cadre stratégique où la finance devient un moteur croissance pour les matières premières et de résilience. Il s'agit ici d'une manne financière que World Dream Investment entend faire bénéficier ses producteurs qui représentent la matière première en Afrique. Il est question pendant cette rencontre de mettre l'accent sur la convergence entre matières premières, instruments financiers et stratégies d'import-substitution. C'est aussi l'occasion pour World Dream de présenter aux producteurs promoteurs des matières premières de découvrir de nouvelles possibilités, en l'occurrence financières, dans l'optique de mieux capitaliser leur potentiel, a laissé entendre le promoteur Abraham Gosso, a signalé que le projet Ndolé City bénéficie d'un droit de tirage exclusif accordé par le chef d'État Paul Biya. Et dans le cadre du projet World Dream Investment, le chef de l'État a donné son accord pour la mobilisation de 10,7 milliards de dollars, soit environ 6 500 milliards de francs CFA, afin que les promoteurs des matières premières puissent bénéficier de cette manne financière, dit le promoteur. Pour Alain Founet, directeur associé d'Agrobusiness Investment Management, il est primordial d'aligner les pratiques culturelles sur des standards permettant d'être éligibles à des fonds carbone et donc oriente ces derniers vers ces fonds que sont les fonds carbone. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en collaboration avec l'UNICEF, célèbre la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, la deuxième édition cette année. C'est le ministre de tutelle Aboubakar Sidiki Chiroma qui a présidé cette célébration. C'était ce matin à l'école Boutalbagar, c'est dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Le reportage de Mbaïnadji Nicolas. Cette célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, édition 2025, organisée par le ministère de l'Éducation en collaboration avec l'UNICEF sous le thème « Ensemble pour un monde respectueux des règles », représente une avancée significative dans la lutte contre la précarité menstruelle et la stigmatisation des menstruations. Au Tchad, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la gestion des menstruations demeure un défi majeur. C'est une première. On célèbre pareille activité. Et comme je le disais, c'est tout à fait exceptionnel que depuis un certain nombre de temps, on célèbre cette activité. Dû au fait que pendant longtemps, ce sujet a été considéré comme un sujet tabou. Aujourd'hui, la communauté internationale, le Tchad inclus, trouve nécessaire et important de marquer une pause le 28 mai pour pouvoir célébrer cette journée. Cette initiative a permis de briser les tabous entourant les menstruations et d'informer les jeunes filles sur les pratiques d'hygiène appropriées. En tant que parents, nous avons aussi un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit des premières menstruations de nos enfants. On doit établir un dialogue familial dans nos maisons pour expliquer aux filles, parce qu'il n'est pas seulement question de la gestion de l'hygiène menstruelle, la précarité, mais ce qui suit avec. On ne peut pas parler de la précarité menstruelle ni la gestion de l'hygiène menstruelle sans parler de la sexualité. L'édition 2025 vise à sensibiliser la communauté éducative et le grand public à l'importance de l'hygiène menstruelle. En ce qui concerne l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les écoles, 76% des écoles ne disposent pas de toilettes adéquates, 81% des enfants pratiquent la défécation à l'air libre, seulement 32% ont accès à l'eau potable conformément aux normes d'adduction d'eau potable. La quasi-totalité des écoles n'ont pas d'accès à des services adéquats, exposant ainsi environ 1,9 million d'enfants, dont 870 000 filles, au risque de maladies et de déperditions
scolaire. La célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle 2025 au Tchad constitue une étape importante vers l'autonomisation des filles et la promotion de l'égalité des genres dans l'optique d'autonomiser les filles dans leur capacité à gérer leur menstruation avec dignité et normalité afin qu'elles puissent jouir de leurs droits humains en situation normale et d'urgence en milieu scolaire. Elle reflète une volonté collective de briser les tabous, d'améliorer les conditions de vie des jeunes filles et de leur offrir les moyens de réaliser pleinement leur potentiel. Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, parlons-en encore dans cette édition. Une occasion tout indiquée pour les organisations de la société civile, les organismes internationaux, les acteurs et les communautés d'interpeller les gouvernants, de faire des plaidoyers pour une amélioration des installations sanitaires en milieu scolaire, dans les espaces publics, hôpitaux, institutions, marchés et bien d'autres lieux, puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, 500 millions de femmes et de jeunes n'ont pas accès aux produits d'hygiène menstruelle et structures sanitaires adaptées. Koinito Jacques Jeannette. Célébré sous le thème « Faire de la menstruation un élément normal de la vie d'ici 2030 », cette année, la journée a pour but de briser le silence autour des règles et de permettre aux filles et femmes de vivre leur période des règles sans difficulté. Le manque d'installations sanitaires appropriées rend difficile la gestion de l'hygiène menstruelle et constitue dans certaines zones un obstacle à la scolarisation de la jeune fille. Une fille sur 10 en Afrique subsaharienne manque d'école pendant son cycle menstruel, ce qui représente jusqu'à 20% de l'année scolaire. Des jeunes filles déclarent manquer souvent des cours pour gérer les règles. Dans certains cas, elles abandonnent leur scolarité après la survenue de la période de puberté. Parmi les causes évoquées, l'absence d'infrastructures sanitaires ou, lorsqu'elles existent, elles n'offrent pas le minimum de services pour gérer l'hygiène menstruelle. Il y a aussi la peur des fuites ou taches de sang sur leurs vêtements pendant la journée à l'école, ainsi que les douleurs abdominales. Pour beaucoup de jeunes filles, la période des menstrues est une période de honte et de stress. Ceci est dû en grande partie à un manque d'information. La plupart des jeunes filles interrogées disent n'avoir jamais abordé la question avec un membre de la famille et disposent d'informations parcellaires sur les règles. Les tabous qui entourent les règles empêchent les jeunes filles d'aborder le sujet avec la famille. À l'école également, le personnel enseignant n'est pas suffisamment formé pour prendre en charge les besoins des filles en termes d'information sur la gestion de l'hygiène menstruelle. L'absence ou la connaissance incomplète des règles et les attitudes négatives favorisent chez la jeune fille et la femme des risques liés à la gestion des règles impactant sur leur santé. Dans le monde, une femme sur 10 est confrontée à la précarité menstruelle. La précarité menstruelle désigne les difficultés pour de nombreuses filles et femmes à se procurer des protections menstruelles à cause de leurs faibles revenus. Les filles et les femmes issues de milieux défavorisés utilisent en période de règles des méthodes dangereuses pour leur santé, des étoffes, des tissus, du papier, du coton, qui les exposent à des risques d'infection considérables, souvent négligés, ou ne reçoivent pas un traitement approprié. Faisons un peu du sport avant de retrouver notre invité du journal de ce soir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, s'est rendu ce matin au stade olympique Maréchal Idriss Déby de Mandjafa. Le ministre est allé encourager le service de nettoyage et de maintien, afin de maintenir justement ce joyau architectural propre. Le reportage de Evariste Ndjekausim. Dans une ambiance empreinte de respect et de reconnaissance, le président du comité d'organisation provisoire, Ahmad Abdoulaye Malik, a accueilli le ministre de la Jeunesse et du Sport, Maïdé Hamid Louni, pour son rôle central dans la réussite éclatante de la cérémonie d'inauguration du stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Ce stade renouvellement inauguré n'est pas seulement une infrastructure, mais un symbole d'un Tchad qui croit à sa jeunesse, en ses capacités et son avenir sportif. Il affirme que cette reconnaissance traduit aussi la fierté de la population tchadienne qui voit en cette réalisation une opportunité de cohésion sociale et d'évaluation collective. L'objectif de ma visite aujourd'hui ce matin, c'est pour venir encourager
l'équipe de nettoyage qui a été recrutée par le comité d'organisation afin de pouvoir et de me rassurer aussi que les activités de nettoyage se passent très bien. Pour assurer les activités de nettoyage et de maintien en état du stade avant l'inauguration, pendant l'inauguration et après l'inauguration. Donc avant l'inauguration, le travail a été très bien fait. Pendant l'inauguration, cette équipe de 1500 personnes ont quand même vraiment bien travaillé pour assurer les choses comme il fallait les faire parce que nous avons quand même reçu beaucoup de monde ici. Après la cérémonie de l'inauguration, c'est de pouvoir maintenant nettoyer, balayer, nettoyer les stades et les mettre en état. Donc ils ont commencé leurs activités juste après la fin de la cérémonie. Et là maintenant ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour nettoyer et balayer les stades. Et maintenant ils ont pris une avancée majeure. Je viens de constater, mais il y a quand même encore, d'ici je crois 2-3 jours, ils vont finir. Le ministre Maïdé Hamid Louni a exprimé toute sa gratitude au peuple tchadien. Il a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à faire de la jeunesse et du sport des piliers de développement national en étroite ligne avec la vision du président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, et il appelle les acteurs sportifs à une dynamique d'action pour bâtir un Tchad plus fort et élevé. Comme annoncé au début de cette édition d'information, mesdames, messieurs, je reçois pour vous ce soir le secrétaire général du ministère de la Culture, Abdoulaye Souleymane Babale. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà. Alors, nous parlons déjà du bilan de l'an 1 du mandat du président de la République, maréchal Idriss Déby Itno. Quel est le bilan dans le domaine de la culture en tant que secrétaire général de ce ministère? Alors je dirais que le bilan, il est d'abord positif et il faut les rappeler, le ministère en charge de la culture et aussi, c'est le ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat est venu de trop loin. Parce que pendant longtemps, ce département il était un peu en ballottage, partagé entre le tourisme et l'artisanat, à côté, arrimé avec d'autres départements, la culture aussi. Et depuis l'avènement de la transition, donc le chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a voulu en fait redonner la place, cette place très importante à ces secteurs-là. Et ces trois secteurs, ce sont des mamelles presque inséparables. Donc il a voulu le mettre, le fusionner ensemble pour qu'il puisse répondre à plus d'efficacité aux attentes du pays, parce que le Tchad, il faut le rappeler, c'est le berceau de l'humanité et c'est un pays d'histoire. Et c'est pourquoi, si vous voyez un peu sur l'action 90 à 91, le maréchal a prévu de mettre en place un comité scientifique devant réécrire l'histoire du Tchad, parce que l'histoire a été écrite par les autres, à leur guise, c'est-à-dire par le colonisateur. Et donc le maréchal a voulu commencer par ces actions phares-là. Et donc, comme vous le savez, la culture, en ce qui concerne la culture et aussi le tourisme, font partie du développement durable. Et il faut les rappeler que la culture a intégré aussi le G20 et il fait partie des piliers très très importants et efficace pour le développement durable d'un pays et du monde entier. Monsieur Abdoulaye, il y a un an, vous l'avez dit, le bilan est positif. Alors, quels sont les défis, surtout dans le domaine de l'art, de la culture et du tourisme? Le défi, parce que partant d'un pays qui n'avait pas une stratégie quinquennale ou une stratégie de développement, et donc le maréchal a instruit, et donc sous la houlette du ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, le département s'est doté d'un document de politique culturelle, chose qui n'avait pas existé, et le Tchad a présenté lors de la dernière conférence mondiale sur le développement
développement durable, ça s'appelle Mondiaculte, et donc le Tchad est cité comme exemple de la sous-région, parce que le Tchad a adopté sa politique culturelle. Et en ce moment, donc, le département a élaboré le plan stratégique du développement touristique, et donc c'est ces documents-là qui doivent permettre et guider la stratégie, et donc ça va de pair avec le programme quinquennal du maréchal. Et donc en ce qui concerne les infrastructures, parce que qui dit développement dit infrastructure, donc on a mis en œuvre déjà à 80% la construction de l'hôtel 3 étoiles de Faya dans la province de Borkou, pour permettre à cette belle province de bénéficier et de désenclaver la sous-région, et aussi bientôt l'inauguration de l'hôtel d'Amtiman qui doit servir de relais avec le parc national des Akuma, et aussi la rétrocession en cours à travers aussi un appel d'offres international pour l'inauguration de l'hôtel Tomaï Palace de N'Djamena. Et aussi le département a lancé la rénovation, pour ne pas dire la construction de l'hôtel de Bongor. Donc c'est ces infrastructures-là qui doivent permettre à ce qu'on puisse développer ces secteurs-là. Je parle des secteurs touristiques, et aussi il y a aussi des complexes culturels un peu partout dans les provinces qui sont en cours de finalisation, et d'autres en cours de finalisation des marchés, devant aboutir à des constructions des centres culturels dignes de nom, pour parler du développement du secteur de la culture. Restons toujours dans le domaine de défi, monsieur le secrétaire général. Nous constatons que le domaine touristique n'est pas vraiment valorisé. Il y a des zones qu'on peut effectivement permettre aux étrangers de visiter, par exemple, comme on appelle le parc Zakuma d'Amtiman. Il y a Chid Gauthieu également dans la province du Moyen-Kébi Ouest, Lac Ounianga Kebir et bien d'autres. Comment valoriser donc ce secteur-là pour pouvoir attirer surtout les étrangers? Alors c'est toute une chaîne, excusez-moi, c'est toute une chaîne valorisée parlant d'un pays qui vient de loin. Le Tchad vient de très loin, et il y a des actions mais vraiment concrètes et phares qui sont mises déjà en œuvre, parce que parlant du tourisme, le tourisme englobe tout. Il y va aussi du développement des routes, il y va aussi de sécurité. Et aujourd'hui, alhamdulillah, notre pays est stable, notre pays est sécurisé. Et c'est aussi, quelque part, c'est aussi des choses qui ne sont pas dites. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains pays qui nous ont classés zone rouge, et ça, c'était toujours le combat de plusieurs autorités pour déclassifier, parce qu'il y a certains pays qui déconseillent leurs ressortissants de venir à travers leurs médias, bien évidemment, de venir au Tchad, parce que c'est un pays violent, alors que pour tous les touristes, nous, aujourd'hui, le ministère en charge du tourisme, on facilite, on délivre aussi, on donne des avis favorables à des touristes qui viennent par centaines, chaque mois, à travers nos différents partenaires, notamment les agences de voyage. Et donc c'est pour vous dire, c'est vraiment voulu, parce que le Tchad regorge des potentialités touristiques, et il y a des choses qui se font, mais vraiment peut-être certains médias n'en parlent pas. Mais regardez, on a relancé les safaris, parce qu'on a organisé là la 3e édition des safaris par hélicoptère, parce que c'est un tourisme de luxe, qui a des touristes qui sont venus, des dizaines, enfin des touristes de luxe qui sont venus de décembre à janvier pendant 1 mois. Ils ont sillonné par hélicoptère à travers deux avions venant de Kenya, avec nos partenaires SVS Voyage. Et donc pendant 1 mois, ils ont sillonné la province de Tibesti, la province de l'Enedi-Est, la province de l'Enedi-Ouest, et aussi la province de Borkou. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont faites, et notamment l'organisation des treks, qui est une course d'autosuffisance qui s'est faite à Noï grâce au soutien du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a aussi accompagné cette course, cette organisation en février dernier de trek à Noï. Nous sommes juste à 1 an du mandat du président de la République. Il reste encore d'autres années à venir. Quelles sont donc les prochaines étapes?
Il y a plusieurs choses qui ont commencé. Je voulais aussi parler de la création, parce que le maréchal a instruit la création de l'Agence nationale des industries culturelles et créatives, parce que, comme je l'avais dit tantôt, la culture aujourd'hui, on parle de l'économie de la culture, parce que la culture, longtemps considérée comme un simple divertissement, alors la culture a pu développer mondialement ce qu'on appelle l'économie de la culture. Et à travers les industries culturelles et créatives, aujourd'hui, il y a dans pas mal de pays développés, on parle de l'économie de la culture qui dépasse même les PIB. Les PIB dépassent même l'industrie de l'automobile. Et donc, c'est à travers cette agence-là qui est en cours de création, parce que le texte est fin prêt. Donc ça fera son circuit, et aussi la création bientôt d'un fonds destiné au développement culturel, ce qui permettrait à pas mal des entrepreneurs culturels, des agences, et aussi et qui verra aussi le financement et l'ouverture des centres de formation un peu partout dans les pays. Et à ce moment-là, vous verrez dans ces quinquennats-là, à partir de l'Andé est déjà lancé, donc vous verrez qu'il y aura des avancées. Et à ce moment, on parlera aussi des PIB, de la culture et touristique au Tchad. Monsieur Abdoulaye, le Tchad a été à l'honneur cette année au FESPACO, cette rencontre culturelle de grande envergure qui regroupe les hommes de renom également du monde culturel. Quelles sont les avancées, sinon les leçons à tirer? Vous savez, en parlant de 10 actions, et notamment notre département, et aussi de par sa transversalité, donc on s'est occupé aussi de l'action 87 qui dit faire une diplomatie culturelle à travers les arts et la culture. Vous voyez l'exemple de FESPACO où le Tchad était pays invité d'honneur, qui a redonné la place qu'il faut à notre pays, avec plus de 500 médias de l'AES et aussi d'autres pays, et du Tchad aussi. Et donc on a parlé du Tchad, les gens ils se sont souvenus du Tchad d'antan. On a parlé d'une autre image du Tchad, d'une autre image positive, comme il se le doit, parce que, comme je répète toujours, que c'est aussi votre rôle, à vous, médias, d'aider ces pays-là à valoriser. Il faut conseiller les gens, il faut leur parler de notre existence, de notre savoir-faire culturel, artistique et touristique, parce que nous avons laissé en fait place à des médias qui, à longueur de journée, à longueur des années, parlent que des choses négatives, alors qu'on ne se sent pas en sécurité, que ce soit, je ne vais pas citer des pays, un peu partout au monde, des pays qui se disent puissants, mais on ne se sent pas en sécurité comme on se sent au Tchad. Et donc le Tchad et ces pays-là, ces beaux pays-là, c'est ces pays d'une grande diversité culturelle, d'une potentialité touristique, artisanale. Et donc les médias doivent aussi nous accompagner dans ces combats. Pour notre part, je vous rassure déjà, monsieur le secrétaire général, que nous sommes disposés. La preuve, vous êtes là avec nous ce soir sur ce plateau. Merci, parce qu'il faut le dire aussi aux autres, parce qu'en fait, c'est notre pays, ces beaux pays-là, et on doit aussi être à la hauteur de parler des choses positives. Il n'y a pas que des négatifs au Tchad. Les négatifs existent partout, mais le Tchad, à travers, vous voyez, là, grâce à l'UNESCO, à cette belle collaboration de l'UNESCO, le Tchad vient de lancer l'inventaire pilote des patrimoines culturels immatériels du Tchad. Nous avons le parc national des Akoma qui est en cours d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Nous avons aussi la révision de notre liste indicative. Et le Tchad a des artistes, le Tchad a des talents qui regorgent de jeunes artistes qui ont des talents. Et grâce à des actions concrètes du maréchal, d'où les institutions seront nées, donc on parlera bientôt de l'économie réelle de la culture ici au Tchad. Vous parlez des artistes, justement, c'est ma prochaine question. Quelles sont les conditions de l'artiste tchadien aujourd'hui? Les conditions de l'artiste tchadien, il faut d'abord définir ce qu'est un artiste. Un artiste, c'est un entrepreneur culturel. Il exerce l'art, c'est un métier. Donc, c'est ce qui te donne à manger, c'est ce qui te donne à boire. Tu décides de faire de l'art,
c'est pour toi, tu t'en fais un métier. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on est en cours de validation du statut de l'artiste tchadien. Mais ce qui manque aujourd'hui à pas mal des artistes, c'est aussi la créativité. Donc il y a des talents, mais certains artistes ne poussent pas à fond. Mais aujourd'hui, vous parlez, chaque jour, on fait la découverte des artistes, des jeunes artistes, des pépites. C'est-à-dire, et je crois en l'avenir, on croit en l'avenir. Et toutes les conditions, même si elles ne sont pas bonnes, il y a des choses qui sont envisagées, et notamment les deux institutions en cours de création dont je rappelais. Donc, ce qui paiera et aussi apportera encore un plus-value et encore de l'attention aux conditions des artistes. Vous êtes toujours en contact avec les artistes, vous connaissez mieux les artistes que moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, monsieur le secrétaire général, que l'artiste tchadien vit de son art? Absolument, absolument. Vous parlez parce qu'il y en a qui vivent de leur art. Moi je rencontre tous les jours des artistes, on les rencontre d'ailleurs, que ce soit le ministre qui les rencontre en audience, qui les écoute, qui les appuie. Donc aujourd'hui, on appuie pas mal de projets. Il y a des artistes qui ont, enfin des promoteurs culturels, qui ont des projets, en fait, des potentialités qui peuvent être exportées. Et je voulais dire qu'il y a des artistes qui vivent réellement de leur art. Monsieur le secrétaire général, nous allons libérer l'antenne pour le journal en arabe. Un mot très rapidement sur le BUDRA. Le Bureau tchadien droit d'auteur? Tout à fait. Oui, le Bureau tchadien de droit d'auteur, c'est vrai. Vous pouvez beau le reprocher, mais le droit d'auteur n'est pas compris par les usagers. Aujourd'hui, c'est confié au ministère en charge de la culture, en collaboration avec des corporations culturelles et artistiques. Mais aujourd'hui, les recouvrements des droits des artistes ne sont pas bien compris ou acceptés par les usagers. Et la loi est claire, la loi est... Quand vous dites usagers, ça veut dire que c'est les bénéficiaires, les artistes? Non, les usagers, c'est ceux-là qui doivent payer, c'est ceux qui consomment, les consommateurs des produits, des œuvres artistiques. Et donc, il y a aussi certaines institutions, pour ne pas les citer ici, et il y a des sociétés qui peinent aussi à payer, parce que jusqu'à là, on est sur la base des forfaits. Et nous avons compris longtemps cette doléance-là, et c'est normal que les gens puissent en fait réclamer leurs droits parce que leurs œuvres sont exploitées. Mais je tiens à vous rassurer que le Bureau tchadien des droits d'auteur est en cours d'être redynamisé et réformé au niveau même des textes, au niveau juridique. Et je pense en collaboration, parce que c'est le bureau des artistes, en collaboration avec les artistes, il y aura bientôt une assise qui sera convoquée par le ministre en charge de la culture pour pouvoir trouver des solutions idoines et pérennes à cette question-là. Un peu comme état généraux de la culture? Oui, mais ça sera spécifiquement pour les droits d'auteur, mais il y aura aussi, en quelque sorte, les états généraux de la culture pour se pencher sur les statuts. Monsieur Abdoulaye, votre mot de fin? Le Tchad est beau, cultivons l'amour et aussi main dans la main. Soyons honnêtes entre nous à travers notre diversité culturelle. Notre diversité culturelle ne doit pas être une source de séparation ou de division. Qu'on arrête de suivre certaines personnes qui ont des fins, je ne sais pas, je mettais dans cette... Mais il est déplorable de voir certaines personnes, soit sur les réseaux sociaux ou à travers des discours haineux, appeler à la division. Donc notre culture est solide. On doit profiter de cette diversité culturelle pour en faire de notre pays un Tchad beau, uni et prospère. Voilà. Le Tchad est culturellement riche, bien entendu, savons. Il faut donc savoir comment utiliser cette richesse culturelle pour l'unité nationale, bien entendu. Monsieur le secrétaire général, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci une fois de plus d'avoir fait le déplacement et de répondre à toutes nos questions. Merci à vous. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir.